Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureux de vous accueillir pour une fois de plus, vous embarquer dans cette émission de lecture nocturne jusqu'au tout petit matin. Et ça commence, comme toujours, avec la rubrique qui vous donne la parole. C'est la rubrique des questions-réponses de Lionel dans laquelle vous vous exprimez, vous le savez, soit par courrier postal, en écrivant à la chaîne C8, émission Voyage au bout de la nuit. Les questions-réponses de Lionel, 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt, ou évidemment, comme toujours et comme pour toutes les émissions maintenant, via les réseaux sociaux avec le hashtag qui vient de s'afficher en bas de votre écran, c'est le hashtag de l'émission, le hashtag VBN. Alors ce soir, eh bien, c'est Mathilde qui participe à la rubrique et qui m'a interpellé sur l'origine plutôt intéressante de l'expression plombe pour dire heure. Dis donc, ça dure des plombes. Eh bien, sachez, chère Mathilde, qu'au XVIIe siècle, l'une des acceptations du verbe plomber, c'est frapper. Alors on dit plomber pour dire frapper parce qu'en fait le plomb était frappé et parce qu'on frappait avec du plomb. Et notamment on retrouve ça dans les églises. Lorsqu'on frappait l'heure, eh bien on frappait avec des poids de plomb sur la grande cloche, et donc on sonnait l'heure, mais on frappait l'heure, et donc, puisque l'acceptation du verbe plomber, c'était frapper, eh bien on plombait l'heure. Et donc, on plombait une fois, on plombait deux fois, on plombait trois fois, en fonction qu'il était 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc, il a plombé 3. Ça voulait dire, enfin, le clocher a plombé 3, donc on est dans un village, ça a plombé 3, ça veut dire ça a frappé 3, ça a sonné 3, donc il est 3 heures. Et donc, l'acceptation de plomber pour frapper et le contexte de ce XVIIe siècle qui fait qu'on plombe les heures, eh bien, a très rapidement dit a amené à ce que dans le langage courant, les heures soient, puisqu'elles étaient plombées, eh bien qu'elle soit des plombes. Et donc, plombe pour dire heure, ça vient du XVIIe siècle et de cette acceptation du verbe plomber comme ayant pour un des sens celui de frapper. C'est attesté et reconnu véritablement et officiellement en 1811, donc c'est très précis, c'est en 1811 qu'on dit plombe pour dire heure, et ça vient de là, ça vient du clocher des églises et du verbe plomber qui voulait dire frapper, et du fait qu'on sonnait l'heure en la frappant sur la cloche. Aujourd'hui, évidemment, avec les coucous, etc., on ne frappe plus les heures. D'ailleurs, je crois même que dans les églises, c'est tout informatisé et tout électronique, hein. Il n'y a plus Quasimodo qui vient en courant et avec sa corde là comme ça qui fait sonner les heures. Je crois que ça n'arrive plus du tout. En revanche, voilà, on sait d'où ça vient et c'est assez précis, 1811. Cela dit, chère Mathilde, il y a, comme toujours dans les expressions de la langue française et comme dans les origines de ces expressions, il y a un petit bémol qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'on retrouve, notamment dans la littérature, en 1790, puis plus tard en 1850, des acceptations, mais c'est celui de 1790 qui nous met mal à l'aise parce qu'on accepte plombe pour heure à partir de 1811 et on prend pour référence le fait que ça vienne du clocher. Donc ça n'a pas de notion directe avec le temps, mais plutôt avec le fait de frapper les heures. On l'a bien compris. Eh bien, on retrouve en 1790, puis plus tard en 1850, deux traces dans la littérature française de l'abréviation, de l'acceptation du mot plombe pour désigner tantôt des mois et tantôt des années. Ça fait 3 plombes qui voudrait dire ça fait 3 ans, ou ça fait 3 plombes qui voudrait dire ça fait 3 mois. Alors celles-ci ne sont pas restées, et plus tard, plombe a de toute façon voulu dire heure, donc c'est ce qu'on a gardé et c'est ce qui reste. En revanche, ça veut dire que peut-être le fait de plomber, ne viendrait pas, enfin de plombe pour heure ne viendrait pas du fait de frapper, mais plutôt d'une acceptation temporelle. Alors, est-ce que plombe ou plomber aurait quelque chose de temporel? On ne le sait pas. Toujours est-il qu'en cherchant et en fouinant un peu, on retrouve plusieurs acceptations qui sont farfelues ou plusieurs explications qui sont farfelues. On a notamment l'idée que le plomb symbolise la chasse, que la chasse est ouverte à une certaine époque et que donc on attend un certain nombre, on met de côté un certain nombre de plombs qui serviront pour cette chasse et donc ça symboliserait les mois. On retrouve aussi le fait que très rapidement, au tout début du 19e, hein, donc là on est plutôt au début des années 1800, donc, parce qu'on retrouve l'expression à partir du 17e, elle est acceptée
en 1811, donc au tout début du 19e, et c'est en 1790-1850 qu'il y en a deux qui viennent un petit peu contrebalancer l'explication. Donc voilà, c'est quand même sur 2 siècles, donc il y a plein de choses qui se passent. Donc on retrouve notamment l'idée que le verbe plomber a trouvé comme autre signification au tout début du 19e le fait d'alourdir, donc notamment une ambiance. Donc ça, pour le coup, c'est assez simple, hein. Ça plombe, ça veut dire ça alourdit, c'est plus lourd, etc. Et donc du coup, on retrouvera le fait que dans un sablier, quand le temps tombe, le temps alourdit, le sable alourdit le sablier, et donc on dit ça plombe, et donc le temps qui passe plombe, donc les mois, les années. Tout ça, c'est très farfelu. Je m'y suis pas vraiment arrêté parce que j'y crois pas vraiment. Toujours est-il que, a priori, on a l'origine de plomber, de plombe pour dire des heures qui viendrait du fait de frapper. Jusque-là, moi, ça me paraît assez logique avec les plombs, avec le fait que ça frappe, avec le clocher aussi qui tient une place très importante dans les villages de France de cette époque-là, de ces époques-là, et qui du coup a une très grande place dans du coup l'évolution de la langue. On retrouve d'ailleurs beaucoup d'influences du latin, du fait des paroisses et du fait comment dire, de l'origine catholique de notre pays, et notamment des villages et du clocher dans le village. Donc tout ça, ça me paraît assez juste. Après, pourquoi est-ce qu'on retrouve en 1790, en 1850, ce terme de plombe associé au temps? On ne le saura pas. Peut-être que c'est tout simplement une déformation de plombe qui veut dire heure. C'est-à-dire qu'au début, plombe de frapper veut dire heure. Et puis du coup, ça se déforme. Et donc, comme ça a une connotation de temps du fait de l'heure, ça prend sa place dans cette connotation de temps. Et on l'utilise pour le mois, pour les années. Je ne sais pas. En tout cas, tout ça, c'est pas resté. Ce qui compte, c'est que plombe qui veut dire heure, ça viendrait, a priori, du XVIIe siècle, du fait de frapper la cloche avec du plomb et de sonner les heures en les frappant et donc en les plombant. Voilà, et puis ensuite accepté définitivement et officiellement en 1811. Voilà, vous savez tout, chère Mathilde, et vous autres qui regardez. Cette rubrique est donc maintenant terminée. On va pouvoir se replonger dans la lecture. Et la lecture, eh bien, c'est celle du roman de Jack London, L'appel de la forêt. On est au chapitre 6 qui s'intitule « Pour l'amour d'un homme ». On va retrouver Buck avec Thornton qui l'a sauvé véritablement de la mort, puisque le chariot auquel il était attelé vient de sombrer sous la glace qui a craqué, mais lui, grâce à Thornton, il a été épargné, puisqu'il était si fatigué qu'il était frappé par Hal, et Thornton s'est interposé, il l'a détaché, et le chariot est parti sans Buck. Voici donc Buck et Thornton, peut-être une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, le chapitre 6 s'intitule « Pour l'amour d'un homme ». Très belle écoute de cette lecture, restez avec moi, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Quand John Thornton avait eu les pieds gelés au mois de décembre précédent, ses associés l'avaient installé confortablement et laissé se rétablir. Eux-mêmes avaient remonté la rivière pour ramener un train de rondins flottants à Dawson. Il boitait encore un peu à l'époque où il sauva Buck, mais avec la chaleur persistante, même ce léger boitement disparut. Et là, étendu sur la rive pendant de longues journées de printemps, à regarder l'eau qui courait, à écouter paresseusement les chants d'oiseaux et les murmures de la nature, Buck retrouvait lentement sa force. Un repos fait beaucoup de bien après un trajet de 3000 miles, et il faut avouer que Buck devenait paresseux tandis que ses blessures guérissaient, que ses muscles gonflaient et que ses os se recouvraient de chair. D'ailleurs, ils jouaient tous les fainéants. Buck, John Thornton, Skit et Nig, en attendant l'arrivée du train de bois qui les redescendrait à Dawson. Skit était une petite chienne, setter irlandaise, qui se lia très tôt d'amitié avec Buck, lequel, mourant, fut incapable de répondre à ses premières avances. Elle avait les qualités de guérisseur que possèdent certains chiens, et comme une mère chatte lave ses chatons, elle lavait et nettoyait les blessures de Buck. Chaque matin, régulièrement, quand il avait terminé son petit déjeuner, elle accomplissait la tâche qu'elle s'était elle-même fixée, jusqu'à ce qu'il en vînt à rechercher ses soins autant que ceux de Thornton. Nig, également amical mais moins démonstratif, était un énorme chien noir, moitié limier, moitié lévrier, avec des yeux rieurs, toujours de bonne humeur. À la surprise de Buck, ces chiens ne lui manifestaient aucune jalousie. Ils semblaient partager la gentillesse et la générosité de John Thornton.
À mesure que Buck reprenait des forces, il l'attirait dans toutes sortes de jeux ridicules auxquels Thornton lui-même ne pouvait s'empêcher de se joindre. De cette manière, Buck vécut une convalescence heureuse et entra dans une existence nouvelle. Pour la première fois, il connaissait l'amour, l'amour authentique et passionné. Il ne l'avait jamais ressenti sur la colline du juge Miller, dans la vallée ensoleillée de Santa Clara. Avec les fils du juge, il avait connu une association fondée sur le labeur, chasse et randonnée. Avec ses petits-fils, une espèce de gardiennage solennel. Et avec le juge lui-même, une amitié pleine de noblesse et de dignité. Mais l'amour, fiévreux et brûlant, l'amour qui est adoration et folie, il avait fallu John Thornton pour l'éveiller en lui. Cet homme lui avait sauvé la vie, ce qui était beaucoup. Mais en outre, il était le maître idéal. D'autres veillaient au bien-être de leurs chiens par sens du devoir et par intérêt pratique. Lui veillait au bien-être des siens comme s'ils avaient été ses propres enfants, parce qu'il ne pouvait s'en empêcher. Et il allait plus loin. Il n'oubliait jamais de les saluer gentiment, de leur dire un mot d'encouragement, et s'asseoir pour bavarder longuement avec eux. Ce qu'il nommait rigolade faisait son bonheur autant que le leur. Il avait une manière bien à lui de saisir brutalement la tête de Buck entre ses mains, de reposer sa propre tête sur celle de Buck, de le secouer dans tous les sens en l'appelant de vilains noms qui étaient pour Buck des mots d'amour. Buck ne connaissait pas de plus grande joie que cette rude étreinte et ce bruit des injures murmurées à chaque secousse. Il avait l'impression, si grande était son extase, que son cœur allait bondir hors de sa poitrine. Et quand libéré, il s'élançait sur ses pattes, sa gueule riait, ses yeux parlaient, sa gorge vibrait d'un son qui ne pouvait s'exprimer, et il demeurait ainsi, sans bouger. Alors, John Thornton s'écriait avec respect « Mon Dieu, il te manque que la parole !» Buck avait une manière de manifester son amour qui ressemblait à de la violence. Souvent, il saisissait la main de Thornton dans sa gueule et la refermait si férocement que la peau conservait pendant quelque temps la marque de ses dents. Mais de même que Buck comprenait que les injures étaient des mots d'amour, l'homme comprenait que cette feinte morsure était une caresse. Cependant, la plupart du temps, l'amour de Buck prenait la forme de l'adoration. Bien qu'il devint fou de joie quand Thornton le touchait ou lui parlait, il ne cherchait pas ces témoignages d'affection. Contrairement à Skit, qui avait l'habitude d'enfoncer son museau dans la main de Thornton et qui poussait jusqu'au moment où il la caressait, ou à Nig, qui s'approchait doucement et laissait reposer sa grande tête sur les genoux de l'homme, Buck se contentait d'adorer à distance. Il pouvait rester étendu des heures, plein d'un enthousiasme vigilant, aux pieds de Thornton, à regarder son visage, à y penser, sans cesse, à l'étudier, à suivre avec l'intérêt le plus passionné chacune de ses expressions fugaces, chacun de ses mouvements, de ses changements de physionomie. Ou bien il lui arrivait de demeurer couché un peu plus loin, à ses côtés ou derrière lui, et d'observer les traits de l'homme et les mouvements qu'il faisait de temps à autre. Souvent si intense était la communion dans laquelle il vivait, que la force du regard de Buck fixé sur lui obligeait John Thornton à tourner la tête. Alors, l'homme lui rendait son long regard, sans parler, et l'amour qu'il nourrissait dans son cœur rayonnait dans ses yeux, comme c'était aussi le cas pour Buck. Longtemps après qu'il l'eut sauvé, Buck n'apprécia pas de voir Thornton s'éloigner. Depuis le moment où il quittait la tente jusqu'à celui où il y rentrait, Buck suivait sur ses talons. Ses maîtres éphémères, depuis qu'il était venu dans les terres du Nord, avaient nourri en lui la crainte qu'aucun d'eux ne pût durer longtemps. Il avait peur que Thornton ne disparût de sa vie comme Perrault, François et le métis écossais. Même la nuit, dans ses rêves, il était hanté par cette crainte. Dans ces moments-là, il s'arrachait au sommeil et se glissait dans le froid jusqu'au rabat de la tente, où il se tenait pour écouter le bruit de la respiration de son maître. Mais malgré cet immense amour qu'il portait à John Thornton et qui semblait démontrer l'influence des douceurs de la civilisation, l'impact de la race originelle réveillée en lui par le pays du Nord demeurait vivant et actif. Il manifestait la fidélité et le dévouement qui naissent du feu et du toit. Cependant, il conservait sa sauvagerie et sa ruse. Il était une créature du monde sauvage, venu du monde sauvage pour s'asseoir près du feu de Thornton,
plutôt qu'un chien des douces terres du Sud, marqué par des générations de civilisation. À cause de son immense amour, il ne pouvait voler cet homme. Mais avec tout autre individu, dans n'importe quel autre camp, il n'aurait pas hésité un seul instant, et la ruse avec laquelle il volait lui aurait permis d'échapper aux soupçons. Sa tête et son corps portaient les marques de dents de nombreux chiens, et il se débattait toujours avec autant de férocité, mais aussi avec plus d'astuce. Skit et Nig avaient un trop bon naturel pour chercher querelle. En outre, ils appartenaient à John Thornton, mais le chien inconnu, peu importait sa race ou sa vaillance, reconnaissait rapidement la suprématie de Buck ou devait lutter pour sa vie avec un terrible adversaire. Car Buck était sans pitié. Il avait bien appris la loi du gourdin et des crocs, ne renonçait jamais à un avantage et ne s'éloignait jamais d'un ennemi qu'il avait conduit sur le chemin de la mort. Il avait retenu les leçons de Spitz et celles des chiens les plus combatifs de la police et du service postal, et il savait qu'il n'avait pas de moyen terme. Il devait dominer ou être dominé. Toute manifestation de pitié était signe de faiblesse. Dans la vie des origines, la pitié n'existait pas. On la prenait par erreur pour de la crainte, et de tels malentendus menaient à la mort. Tuer ou se faire tuer, manger ou se faire manger, telle était la loi. Et il obéissait à ce commandement issu des profondeurs du temps. Il était plus âgé que les jours qu'il avait vécus, plus vieux que les années pendant lesquelles il avait respiré. Il liait le passé au présent et l'éternité derrière lui palpitait en un rythme puissant auquel il se pliait comme s'y plient les marées et les saisons. Il était assis près du feu de John Thornton, chien à large poitrine, à croc blanc et à longue fourrure. Mais en arrière de lui se trouvaient les ombres de toutes sortes de chiens demi-loups et loups véritables, pressants et insistants, qui goûtaient la saveur de la viande qu'il mangeait, avaient soif de l'eau qu'il buvait, flirtaient le vent avec lui, écoutaient avec lui et lui racontaient les bruits de la vie sauvage dans la forêt, qui lui dictaient ses humeurs, dirigeaient ses actions, se couchaient pour dormir avec lui quand il se couchait, rêvaient avec lui au-delà de lui et devenaient eux-mêmes la substance de ses rêves. Ces ombres lui faisaient signe de manière si impérieuse que chaque jour l'humanité et ses prétentions s'éloignaient un peu plus de lui. Dans la profondeur de la forêt résonnait un appel, et chaque fois qu'il l'entendait mystérieusement excitant et attirant, il se sentait forcé de tourner le dos au feu, à la terre battue qui l'entourait, et de plonger au cœur de cette forêt toujours plus avant. Il ne savait où, ni pourquoi. Il ne se posait pas la question. Mais l'appel résonnait impérieusement dans la profondeur des bois. Cependant, chaque fois qu'il rejoignait la douceur d'une terre vierge et l'ombre verte, l'amour qu'il éprouvait pour John Thornton le ramenait vers le feu. Seul Thornton le retenait. Le reste de l'humanité comptait pour rien. Des voyageurs de hasard pouvaient bien faire son éloge ou le caresser. Il accueillait tout cela froidement. Et si on se montrait trop démonstratif, il se levait et s'éloignait. Quand les associés de Thornton, Hans et Pete, arrivèrent sur le train de bois qui s'était fait longtemps désirer, Buck refusa de leur prêter attention, jusqu'au moment où il comprit qu'ils étaient proches de son maître. Alors il toléra leur présence, mais de manière pour ainsi dire passive, et accepta leur faveur comme si c'était lui qui les comblait en les acceptant. C'étaient des hommes du même gabarit que Thornton. Ils vivaient près de la terre, pensaient simple et voyaient clair. Et avant de balancer le train de bois dans le grand tourbillon près de la scierie de Dawson, ils avaient compris Buck et ses façons, et n'insistaient pas pour obtenir de lui une intimité comme celle qui les liait à Skit et à Nig. Cependant, son amour pour Thornton semblait croître de jour en jour. Seul, parmi tous les hommes, il pouvait mettre un paquet sur le dos de Buck pendant le trajet estival. Rien n'était assez difficile à réaliser pour lui quand Thornton l'ordonnait. Un jour, il avait perçu les avances de la recette du train de bois et quitté Dawson pour les sources de la Tanana. Les hommes et les chiens étaient assis sur la crête d'une falaise qui tombait droit sur un à-pic de rochers, 300 pieds plus bas. John Thornton se tenait près du bord,
avec Buck près de son épaule, une lubie s'empara de lui et il attira l'attention de Hans et de Pete sur l'expérience qu'il avait à l'esprit. Quelle expérience avait-il à l'esprit? Sauter, là, de la falaise, sur cet à-pic de plusieurs mètres? On n'espère pas. Et surtout, pourquoi? Comment? Eh bien, c'est ce que nous saurons en poursuivant la lecture de L'Appel de la forêt de Jack London, mais ce sera, vous l'aurez compris, dans un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit, car pour l'heure, il est temps de nous quitter. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite donc.